Yo les trashers! Aujourd'hui, 70% des élèves ne comprennent pas ce qu'on fait à l'école. Ils sont tout autant à ne pas l'aimer et à avoir la boule au ventre. Une angoisse récurrente, syndrome de la peur de l'échec. Pour les autres, c'est soit ils sont dans le système, soit ils s'en balèquent total. Mais je vais vous avouer un truc. De vous à moi, pour les profs, c'est pas trop ça non plus. Il y a un réel malaise qui s'accroît d'année en année. Des tensions presque palpables, alors que, bon sang, l'école est censée être un des moments de la vie le plus important. Même vos parents vous le disent, c'est leurs plus belles années. J'ai été professeur, j'ai connu les deux côtés du mur, faisant partie de cette masse qui ne comprenait pas ce qu'il faisait en classe. Laissez-moi vous parler de 5 choses à changer dans l'éducation nationale. Comment devient-on professeur ? Le saviez-vous ? Qu'importe vos études, avec un bac+5 et la réussite au concours, vous pouvez devenir professeur. Hourra ! Bon, évidemment, si vous n'avez aucune notion mathématique, il y a peu de chances que vous réussissiez le CAPES, mais c'est techniquement faisable, sachant qu'il faudra quand même que vous vous tapiez 1 an de formation à l'ESP, donc l'ESP qui est l'établissement qui remplace l'UFM, l'école qui forme les profs, en tant que fonctionnaire stagiaire, mais on y reviendra. Et c'est là que c'est marrant. Le même niveau est requis pour devenir professeur collège-lycée que pour enseigner en primaire. Voire même en maternelle. Ouais, la maîtresse de petite section est juste surdiplômée. À titre d'exemple, c'est avec un master de droit public que je suis parti pour enseigner en maternelle. Et attendez, je vous parle du niveau requis. Mais vous avez déjà jeté un œil aux annales d'un concours ? Là, vous avez un sujet de maths du CRPE, le concours des professeurs des écoles. Alors oui, c'est des calculs basés sur les programmes de fin 3e début seconde, mais le niveau est juste insane. On vous demande d'être à la pointe sur ce genre de calcul. On passe sur un niveau universitaire pour les concours plus spécialisés, à destination du secondaire, comme le CAPES, et regardez les sujets. Pouvoir et guerre en islam entre le 10e et le 15e siècle. Avouez, on est loin de Vercingétorix contre César. Des concours relativement difficiles d'accès, avec les bonnes années, 15% de chances de réussite. What ? Ouais, quand même, hein. Bon, rassurez-vous, ça dépend des zones géographiques. À Versailles, on frôle les 100% avec 6 de moyenne pour réussir au concours. Alors, vous allez me dire, ah ouais, chaud, mais on demande juste à un gars d'être une tronche ? Genre, y a pas de pédagogie ou un truc dans le genre ? En fait, presque pas. Je vous en ai parlé un petit peu avant, mais le concours en poche ne suffit pas. En fait, il faut également apprendre à devenir prof en 1 an de formation. Une formation qui en fait est là juste pour vous aider à passer le concours. Alors qu'ils en ont pas tellement le droit. Avec un tel parcours, dites-vous que beaucoup d'enseignants décrochent dès la première année en poste. Personne n'est prêt pour tenir une classe et transmettre du savoir. Soit t'apprends sur le tas, soit tu le vis très mal. Notes et punitions sont-elles toujours efficaces ? Grand débat que celui de la note à l'école, entre études très sérieuses qui, preuve à l'appui, vous disent que c'est un moyen efficace de réduire les inégalités entre élèves, exemple issu de l'étranger, face à des traditions de juger un travail par un chiffre, en fait ça avance assez peu. Et pour vous dire à l'heure actuelle, c'est même plus à l'ordre du jour. La question de la note fait référence à un moyen de jauger les compétences acquises, censé récompenser un travail mené à terme. Le souci c'est qu'elle ne reflète absolument pas les efforts réalisés par un enfant, quand bien même la compétence ne serait pas acquise. Et pour beaucoup, elle est perçue comme une sanction, ce qui renforce davantage encore le stress à l'école. Tenez d'ailleurs, parlons sanctions. On peut le dire, il existe en France une véritable tradition de la punition. C'est à croire que le corps enseignant s'épanouit dedans. On sanctionne les manques, pénalise les comportements déviants et invente des systèmes tout aussi tordus pour empêcher tout débordement qui risquerait de devenir incontrôlable. Et ça donne quoi ? Des lignes à copier, des humiliations verbales en classe, des mises à l'écart, des convocations, des exclusions et des entretiens disciplinaires. Si poser des limites est louable, évidemment que c'est louable, l'idéal serait quand même de repenser les façons de valoriser le travail de l'élève, de mettre en avant les progrès. Sans cette valorisation, l'école peut vite apparaître comme une cause perdue. Être obligé de venir en cours, c'est déjà une punition en soi. Le contrôle des foules en mode Pascal le grand frère, ça marche peut-être à l'armée, mais sur une classe, c'est assez moyen. Enseigner la communication non violente aux enseignants pourrait être une solution, de sorte qu'aucun conflit verbal ne puisse naître. Allez jeter un œil aux travaux du Dr Marshall Rosenberg. Ces travaux sur le sujet permettent de repérer quelles sont les postures, les phrases et mots pouvant mener à un conflit, et surtout lesquels permettent justement une empathie avec vos interlocuteurs. L'école récompense-t-elle vraiment au mérite ? Techniquement, nous avons tous les mêmes chances de réussite à l'école. L'idée est que celui qui travaille le plus a les meilleurs résultats et aura donc davantage de portes qui s'ouvriront pour son avenir. Sauf qu'on sait tous que si le soir avec les parents ça discute Montesquieu et Victor Hugo, ce sera plus facile pour vous de vous y intéresser. C'est ce qu'on appelle l'habitus, d'après Bourdieu. Un héritage social et culturel qui va bien vous aider dans la vie. Et si avec ça on peut pas trop y faire grand chose, c'est un petit peu dommage qu'il y ait certaines zones délimitées qui viennent en foutre un bon coup dans l'inégalité sociale. Et pour le coup, c'est un problème sociétal qui sort du cadre de l'éducation nationale. Ce sont les zones d'éducation prioritaire. Si elles étaient une bonne idée sur le papier, elles ont prouvé leur inefficacité. Enfin, troisième, seuls 35% des compétences visées par les programmes sont acquis par les enfants de ZEP contre 80% pour les autres. Cela s'explique notamment par des méthodes d'apprentissage qui
collent pas, des tensions qui naissent parce que justement il y a stigmatisation, et c'est enfin dans ces établissements-là que se cristallisent les angoisses d'aller à l'école. Et quand 21% du temps de classe est consacré à rétablir l'ordre, c'est difficile de voir l'école comme autre chose qu'une corvée. Et attendez, c'est pas tout. On parle souvent des ZEP, et on a souvent tendance à oublier que les établissements les plus pauvres sont ceux des zones rurales. À la campagne, il y a tellement peu d'élèves, l'école est tellement pauvre que fleurissent les écoles privées, et certaines zones sont carrément abandonnées par l'éducation nationale. Pour sortir de ça, c'est quand même tendu. L'école n'est pas capable de résoudre les inégalités et il n'y a pas tellement de solutions. Soit on force la mixité sociale avec le risque de tirer vers le bas des élèves pour qui tout ça est acquis, soit on garde cette distinction, zone d'éducation prioritaire, le reste, mais avec des méthodologies différenciées et une formation enseignante adaptée. Un prof déconnecté de ses élèves. Il existe une certaine distorsion entre l'idée que l'enseignant se fait de l'école et ce que s'en font les élèves. Je vais vous parler un peu du concept de métier d'élève. Ce métier-là émerge lorsqu'un enfant accepte les droits et obligations liés à la scolarité. Il est là pour apprendre un métier ou des savoirs dans un environnement souvent clos, avec d'autres élèves présents pour les mêmes raisons face à un enseignant qui lui seul détient le savoir et la vérité. Ce professeur est également représentant de l'institution scolaire. Il est donc aussi une image reflétant autorité, sévérité, ordre. L'enfant accepte cet ensemble, il est élève par métier. Bien, cette petite parenthèse fermée, l'enseignant est un enfant qui auparavant a donc accepté son métier d'élève et qui est généralement issu d'un milieu familial qui reconnaît l'importance de l'école. Aujourd'hui, moins de la moitié des bons élèves français ne sont pas satisfaits de l'école, alors qu'ils devraient être ceux ayant acquis ce métier. Il y a contestation croissante. Le résultat, un enseignant persuadé d'enseigner comme avant face à des élèves qui sont perdus dans un système qui ne les reconnaît pas. Une incompréhension mutuelle, un hiatus entre ceux qui d'un côté croient en l'école comme unique moyen de devenir quelqu'un et ceux qui la voient comme une perte de temps, un temps qu'ils auraient pu utiliser autrement. On ajoute à ça quelques petites manies, souvent inconscientes, quand même, faut pas déconner, mais répétées d'enseignants qui vont renforcer le fossé existant avec les élèves. Par exemple, être persuadé qu'il existe certaines connaissances qui coulent de source et ne méritent pas d'être expliquées. Voire simplement, en début d'année, faire la liste avec un collègue des élèves difficiles, ceux qui sont gentils et de l'autre ceux qui sont méchants. Je vous jure, ça fout un gros a priori. Mais n'allez pas croire que les élèves sont les seuls à souffrir de cette tension. Les enseignants sont face à une classe, parfois en opposition partielle, voire totale. Il n'y a d'ailleurs aucun encadrement psychologique des enseignants. Ils sont livrés à eux-mêmes et doivent porter sur leurs épaules toutes les tensions et le stress accumulés en classe. L'école vieillit mal. On peut même carrément dire qu'elle a fait son temps. L'école telle qu'on la connaît est un idéal pour un monde où le schéma de vie était plus simple. Plus tu fais des études et plus tu iras loin dans la vie. Comprenez, meilleur sera votre boulot plus tard. C'est une idée qui aujourd'hui reste très ancrée. Pourtant, aujourd'hui c'est plus tellement possible en fait. L'ascension sociale est au point mort et avoir fait 5 ans d'études ne vous garantit pas d'avoir un meilleur job que vos parents. Ça ne vous garantit même pas d'avoir un travail tout court. Au 19e siècle, la plus grande préoccupation était d'éduquer les masses. Pour cela, ont été pensées des normes pesantes, de longues journées aux heures trop denses. Et je rappelle que le cerveau humain est à 100% de sa concentration pendant 20 minutes en moyenne. On se met tous à faire des dessins sur son cahier au bout d'une heure. Sans compter qu'au fur et à mesure du temps, les exigences des compétences à acquérir ont fait un bond monumental. Oui, l'orthographe est à la peine et on bosse moins dessus. Pourtant, les élèves doivent théoriquement bourrer leur cerveau d'un savoir qui ferait pâlir les créateurs de l'encyclopédie des Lumières. Ouais, en fait, je vois pas trop le problème avec l'éducation des masses. C'est pas si gratuit que ça en a l'air. L'école a toujours été pensée comme un moyen d'éduquer les jeunes aux valeurs de la République. Un moyen de légitimer le pouvoir en place. Pendant la Troisième République, retenez-le, les enseignants étaient appelés les hussards de la République. L'école est dépassée par la multiplication des besoins en connaissances. Il est assez difficile de s'y retrouver et je vous laisse vous imaginer la galère que c'est pour un enseignant quand en plus les programmes changent quasiment tous les 2 ans, avec des décisions pas toujours très pertinentes. L'enseignant, jusque-là seul possesseur de la connaissance, entre frontalement en concurrence avec Internet, nouveau moyen de savoir. Et n'allez pas croire votre enseignant quand il vous dit que Wikipédia n'est pas fiable. Quand on a une telle encyclopédie retouchée par des millions d'utilisateurs, c'est fiable. Il y a à la fois sous-utilisation de ces nouveaux moyens d'apprendre et à la fois un certain climat conservateur du personnel enseignant à les utiliser. Sans compter les élèves qui subissent une tension énorme entre d'un côté l'école, sa rigueur et sa volonté d'être le monopole de la transmission de connaissances et de l'autre tout ce qui gravite dans leur vie au quotidien. Internet, télévision, jeux, vie sociale, etc. etc. Repenser sa manière d'apprendre. De plus en plus, l'école est mal vue.
Réussir dans la vie sans être passé par un parcours dit classique et valorisé. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt secret. Regardez Steve Jobs par exemple, ou même Xavier Niel, qui d'ailleurs promeut l'école 42 en se vantant de ne donner aucun droit à un diplôme reconnu par l'État. Il y a une revalorisation de l'apprentissage en autodidacte, un fort courant vous poussant à apprendre tous les jours, à entraîner votre cerveau, et il y a une demande pour ça. J'aimerais reprendre l'exemple de Coursera, une société qui, à ses débuts, avait fait profiter d'un cours prestigieux de Stanford, gratuitement sur l'intelligence artificielle. 200 000 personnes se sont inscrites. 100 000 ont suivi en entier et 5 000 ont passé le concours. 5000 personnes, généralement de moins de 18 ans, sont devenues expertes en intelligence artificielle contre 30 heureux élus auparavant. Internet est un outil formidable dont on commence à effleurer le potentiel. C'est lui qui nous permettra de réaliser une révolution dans notre façon d'appréhender l'apprentissage. Le voir non plus comme un moment de notre vie, mais comme un processus qui ne s'arrête jamais. Un processus qui n'est pas utile à, mais qui devient moyen de s'épanouir, d'être heureux. Il faut qu'apprendre devienne une envie, un plaisir. Peut-être faut-il passer par le jeu. Et c'est pas les moyens qui manquent. Et je suis sûr que vous aussi vous débordez d'idées pour rendre la transmission de savoir moins abrupte, plus drôle, plus fun. Dites-le nous en commentaire. Je souhaite que la vidéo vous ait plu. Mettez un petit pouce en l'air avant de partir, si ça vous a plu, c'est le meilleur moyen pour vous nous dire « Hey, fais d'autres vidéos dans le genre !» Faites un tour sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, abonnez-vous à nos chaînes. Sur ce, ciao!